Décembre, le 16 décembre 1944, si le général George Smith Patton n'avait pas passé un seul appel téléphonique, s'il n'avait pas prononcé 4 mots impossibles, les États-Unis auraient perdu leur plus grande bataille, pas simplement perdue, mais anéantie. 20 000 soldats américains, encerclés, gelants, mourants dans la neige, tandis que l'armée allemande se rapprochait pour porter le coup fatal. Tous les experts militaires affirmaient que le sauvetage était impossible. Tous les généraux, sauf un. On l'appelait « All Blood and Guts », un surnom gagné au fil des années, a mené ses hommes en première ligne, chargeant au combat pendant que d'autres généraux commandaient depuis l'arrière. George Smith Patton était un homme qui portait des pistolets à crosse de nacre et dirigeait personnellement des charges de chars. Un homme qui croyait que la guerre était la plus haute vocation de l'humanité. Un homme dont les discours crus pouvaient faire pleurer de détermination des soldats endurcis. En ce jour glacé de décembre, Old Blood and Guts était sur le point de faire une promesse qui sauverait une armée, ou détruirait son héritage à jamais. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés, le temps ne pouvait être pire, les chances ne pouvaient être plus minces. Voici ce qui arriva ensuite. La crise, la forêt des Ardennes. Le 16 décembre 1944, l'enfer éclata à l'aube. À exactement 5h30 du matin, 250 000 soldats allemands frappèrent le point le plus faible des lignes alliées. Le pari désespéré d'Hitler, l'opération Wart am Rhein, un nom de code destiné à devenir synonyme de la dernière grande offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine confiante, après des mois d'avancées régulières à travers la France, marcha droit dans le piège. L'assaut allemand dépassait toute compréhension. 29 divisions, 2000 pièces d'artillerie, 1 millier de chars. Le haut commandement allemand avait dégarni tous les autres fronts, misant tout sur une attaque surprise massive. Leur objectif était clair, couper les armées alliées en deux, s'emparer du port vital d'Anvers et forcer les États-Unis et la Grande-Bretagne à négocier la paix. Hitler croyait qu'une victoire décisive pouvait encore changer le cours de la guerre. En 24 heures, la situation passa de surprenante à critique. En 48 heures, elle devint catastrophique. Des divisions de panzer menées par des unités SS d'élite transpercèrent les positions américaines comme un couteau dans du beurre. De jeunes soldats américains, dont beaucoup voyaient le combat pour la première fois, affrontèrent des vétérans allemands, aguerris, endurcis par le front de l'Est, le plus sanglant de l'histoire humaine. La 101e division aéroportée des parachutistes d'élite, représentant ce que les États-Unis avaient de meilleur, se retrouva totalement encerclée dans la ville belge de Bastogne. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'étaient ceux qui avaient sauté sur la Normandie, le 6 juin 1944, combattus lors de l'opération Market Garden, et forgé leur réputation comme les combattants les plus durs de l'armée américaine. 10 000 hommes encerclés, coupés du monde seuls. Avec eux, tenant les carrefours vitaux de Bastogne, se trouvaient des éléments de la 10e division blindée. Des équipages de chars, sans carburant, de l'infanterie, sans munitions, des médecins sans fournitures, tous piégés dans une ville médiévale, sur le point de devenir le terrain le plus disputé d'Europe occidentale. Le temps rendit tout encore pire. Un immense système de tempêtes hivernales s'abattit sur les Ardennes. Les blizzards clouèrent les avions alliés au sol, pas de soutien aérien, pas de parachutage de ravitaillement, pas de reconnaissance, pas d'évacuation des blessés. L'armée allemande avançait dans la neige et le brouillard invisible jusqu'au moment où elle ouvrait le feu
à bout portant. Les commandants américains observèrent leurs cartes avec une horreur croissante, tandis que la saillie allemande s'enfonçait toujours plus profondément en territoire allié, 40 kilomètres en 2 jours, puis 50, puis 60 kilomètres dans ce qui avait été des zones arrières sûres. Des dépôts de ravitaillement capturés des hôpitaux de campagne, submergés des bataillons entiers, encerclés et contraints à se rendre. Les routes se remplirent de réfugiés, fuyant vers l'ouest mêlés aux unités américaines, en retraite, créant un chaos, exploité sans pitié par les Allemands. Au quartier général suprême des forces expéditionnaires, alliées à Versailles, l'atmosphère était funèbre. Le général Dwight David Eisenhower, commandant suprême de toutes les forces alliées en Europe, fixait la carte accrochée à son mur. De larges flèches rouges encerclaient la position américaine de Bastogne sur 3 côtés. Bientôt, ce serait 4 un encerclement total. Son chef d'état-major, le lieutenant-général Walter Bedell Smith, parla à voix basse. « Monsieur, si nous ne les atteignons pas dans les 72 heures, ils devront se rendre ou être anéantis. Il manque déjà cruellement de munitions. Les fournitures médicales sont à un niveau critique. » Il marqua une pause. « Monsieur, ils pratiquent des amputations, sans anesthésie. » Eisenhower connaissait mieux que quiconque les enjeux. Bastogne n'était pas une ville comme les autres. Elle contrôlait 7 carrefours routiers essentiels, 7 routes rayonnant comme les rayons d'une roue des routes dont les Allemands avaient désespérément besoin pour leur avance blindée. Sans Bastogne, leurs chars devaient emprunter des chemins forestiers étroits et sinueux, lents et vulnérables. Perdre Bastogne signifiait leur offrir la liberté, de manœuvre couper les armées alliées en 2, lancer les Panzers vers Anvers, interrompre les flux de ravitaillement passant par les ports et forcer une paix négociée qui laisserait l'Allemagne d'Hitler intacte. Tout ce pourquoi les États-Unis et leurs alliés s'étaient battus depuis le 6 juin 1944, les plages de Normandie, la libération de Paris, l'avance jusqu'à la frontière allemande, tout cela pouvait être perdu. Tout reposait sur une seule ville, encerclée, et 10 000 hommes désespérés. Mais le secours semblait impossible. L'offensive allemande avait plongé chaque plan soigneusement élaboré dans un chaos total. Des unités dispersées sur des centaines de kilomètres carrés, des lignes de ravitaillement rompues, des commandants incapables de localiser leurs propres troupes, encore moins de coordonner une opération de secours. Et Bastogne se trouvait à près de 100 kilomètres derrière les lignes ennemies, encerclée par 5 divisions allemandes à pleine puissance, avec d'autres qui affluaient chaque heure. Les Britanniques, voulant se replier, consolident des lignes défensives, céder du terrain pour gagner du temps. Le maréchal Bernard Law Montgomery, commandant du 21e groupe d'armée, suggéra un repli vers des positions plus défendables le long de la Meuse. Lors d'une réunion tendue avec Eisenhower, il insista « Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser. Nous devons évaluer nos forces, faire monter les réserves coordonnées correctement. Se précipiter dans ces conditions serait de la folie. Il nous faudrait des semaines, peut-être des mois, pour lancer une véritable contre-offensive. » Mais les États-Unis n'avaient pas des semaines. Ces parachutistes à Bastogne disposaient peut-être de 4 jours de munitions. S'ils rationnaient chaque cartouche avec soin, 5 jours s'ils accomplissaient des miracles. Après cela, le choix était simple, se rendre aux Allemands, ou se battre jusqu'au dernier homme et mourir dans la neige. Eisenhower prit alors une décision qui allait définir son commandement. Il convoqua une réunion d'urgence à Verdun, en France, le 19 décembre 1944. Tous les commandants américains de haut rang furent sommés d'y assister. Les commandants britanniques furent invités, mais leur présence n'était pas obligatoire.
Le sujet, une contre-attaque immédiate. La question qui pouvait accomplir l'impossible, qui pouvait retourner une armée marcher dans des conditions hivernales extrêmes, percer les défenses allemandes et atteindre Bastogne avant que ces 10 000 parachutistes ne soient à court de munitions. Eisenhower connaissait déjà la réponse. Il n'y avait qu'un seul général dans toute la structure, de commandement allié assez agressif, assez audacieux, et franchement assez fou pour tenter ce qu'il allait demander. Le général George Smith Patton, Old Blood and Guts, en personne. Mais même Patton, pouvait-il accomplir un miracle aussi impossible? Les 4 jours suivants allaient répondre à cette question dans le sang et la neige. Le défi, la salle de conférence des casernes françaises à Verdun était glaciale. Le système de chauffage était en panne et personne n'avait le temps de le réparer. Une situation appropriée puisque la température extérieure était tombée à 9 degrés Celsius. À l'intérieur, 12 généraux se tenaient autour d'une table couverte de cartes et de calques montrant les positions des unités. Leur souffle était visible dans l'air froid, leurs lourds manteaux boutonnés jusqu'au col. C'étaient les hommes qui commandèrent la plus grande force militaire jamais assemblée par les États-Unis. En Europe, des centaines de milliers de soldats, des milliers de chars, de pièces, d'artillerie, d'avions, une guerre industrielle, à une échelle inimaginable une génération plus tôt. Et pourtant, ils étaient en train de perdre. Le général Dwight David Eisenhower ouvrit la réunion à 11 heures du matin, le 19 décembre 1944, avec sa franchise habituelle. Son accent du Kansas était sec professionnel, mais tous dans la salle percevaient la tension sous-jacente. Messieurs, la situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous, et non comme un désastre. Il n'y aura que des visages souriants autour de cette table de conférence. C'était un ordre, pas une suggestion. Eisenhower comprenait la psychologie, laisser les généraux penser de manière défensive, croire à la défaite, et la guerre en Europe pouvait réellement être perdue. George Smith Patton sourit, un vrai sourire qui transforma son visage habituellement sévère, tandis que les autres commandants paraissaient sombres, épuisés, inquiets. Old Blood and Guts semblait énergisé, presque exalté. Ses yeux brillaient d'une émotion proche de la joie. C'était son genre de combat, agressif, audacieux, désespéré. Le type de bataille où la pensée conventionnelle menait à la mort et où l'audace apportait la victoire. Le type de bataille pour lequel George Smith Patton s'était entraîné toute sa vie. Eisenhower poursuivit, désignant la carte avec un pointeur en bois. « Je veux une contre-attaque, pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant, immédiatement. Nous devons secourir Bastogne avant que ces parachutistes ne manquent de munitions et avant que les Allemands ne consolident leurs gains. » Il se détourna de la carte et fixa un homme en particulier. « Georges, que peut faire la 3e armée ?» Tous les regards se tournèrent vers le général George Smith Patton, commandant de la 3e armée américaine. Celle-ci se trouvait à environ 150 kilomètres au sud de Bastogne, engagée dans sa propre offensive, avançant vers la frontière allemande. Elle était en train de gagner, de progresser, de détruire des unités allemandes et se préparer à entrer en Allemagne. Se désengager de cette offensive pivotée de 90 degrés vers le nord, réorganiser toute la structure de commandement, coordonner des unités avec lesquelles elle n'avait jamais combattu, créer de nouvelles lignes de ravitaillement à travers un territoire inconnu et attaquer dans les pires conditions hivernales depuis 50 ans. Cela nécessiterait de déplacer près d'1/4 million d'hommes, des milliers de véhicules, de réorganiser l'appui d'artillerie, de coordonner le soutien aérien, si le temps se dégageait,
d'établir de nouveaux réseaux de communication. La théorie militaire, enseignée dans toutes les écoles de guerre, affirmait qu'une telle manœuvre demandait au minimum 2 semaines, 3 semaines, pour la mener correctement, prudemment, avec un risque acceptable, et 4 semaines, si l'on voulait vraiment bien faire. La salle attendit. 12 généraux. Toute leur attention fixée sur Old Blood and Guts. Allait-il hésiter? Allait-il demander du temps? Allait-il faire ce qui semblait raisonnable et expliquer pourquoi une telle opération ne pouvait pas être précipitée? George Smith Patton étudia la carte pendant exactement 10 secondes. Ses yeux suivirent les routes depuis ses positions actuelles jusqu'à Bastogne, calculèrent les distances, évaluèrent le terrain, estimèrent les forces allemandes sur sa route. Puis, il releva la tête et prononça 4 mots qui allaient résonner dans l'histoire militaire. J'y engage ma carrière. La salle devint silencieuse, absolument silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol de béton. Puis, Old Blood and Guts poursuivit. Le 22 décembre, la 4e division blindée attaquera vers le nord, en direction de Bastogne. J'y engage ma carrière. Un général officier prudent et méthodique, qui n'avait jamais apprécié le style agressif de Patton, laissa échapper un rire nerveux. « George, sois sérieux, c'est dans 72 heures. Tu es déjà fortement engagé sur ton front actuel, contre 3 divisions allemandes. Il te faudrait désengager 6 divisions de combats actifs, les faire pivoter de 90 degrés vers le nord, réorganiser toute ta structure de commandement, coordonner 3 axes d'attaque différents à travers un territoire où tu n'as jamais combattu, le tout dans les pires conditions météorologiques de la guerre. Tu attaquerais à travers la neige, les forêts, contre des troupes allemandes qui savent que tu arrives et qui se battront comme des démons pour t'arrêter. » Il marqua une pause. « George, c'est impossible, littéralement impossible. » George Smith Patton soutint son regard avec une assurance absolue. « J'ai déjà fait les plans. 3 divisions dans un premier temps, 3 axes d'attaque parallèles, un assaut simultané pour diviser les défenses allemandes, la 4e division blindée au centre vers Bastogne, la 26e division d'infanterie sur le flanc gauche, la 80e division d'infanterie sur le flanc droit. Nous atteindrons Bastogne en 72 heures, nous briserons le siège, puis nous détruirons chaque unité allemande dans le saillant. » Un autre commandant, plus compréhensif, mais toujours sceptique, secoua lentement la tête. « George, j'admire ta confiance, mais la logistique à elle seule est écrasante. Déplacer autant d'hommes, autant de véhicules, coordonner les munitions, le carburant, la nourriture, le soutien médical. Comment peux-tu organiser tout cela en 3 jours? » Old Blood and Guts sourit. Ce n'était pas un sourire amical, mais un sourire de prédateur, parce que je l'ai déjà fait. Quand j'ai vu cette offensive allemande se développer il y a 3 jours, j'ai su exactement ce qui serait nécessaire. J'ai fait préparer à mon état-major 3 plans de contingence pour ce scénario précis. Mes ordres sont déjà rédigés. Mes commandants de division ont déjà leurs instructions préliminaires. Mes officiers du ravitaillement repositionnent déjà le carburant et les munitions. Donnez-moi l'ordre maintenant, et la 3e armée se met en mouvement ce soir, pas demain soir, ce soir. La salle explosa. Les généraux parlaient tous en même temps. Certains étaient enthousiastes, d'autres sceptiques, d'autres encore craignaient que la confiance agressive de Patton ne mène au désastre. Eisenhower leva la main pour imposer le silence. Lorsqu'il parla, sa voix portait tout le poids du commandement suprême. « George, tu dois comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de sauver 10 000 parachutistes, même si Dieu sait c'est déjà crucial. Si tu échoues, si Bastogne tombe, les Allemands s'emparent de carrefours routiers vitaux, leur offensive continue.
Il pourrait atteindre la Meuse, il pourrait couper nos armées en deux. Cela pourrait devenir un nouveau Dunkerque. Sauf que cette fois, il n'y aura pas d'évacuation. Cette fois, si nous perdons tout ce que nous avons gagné depuis le jour J. Il marqua une pause pour s'assurer que chaque mot soit bien compris. Si tu échoues, ces parachutistes mourront, tous. 10 000 de nos meilleurs soldats gelés ou morts dans la neige. Et si Bastogne tombe, toute la position alliée en Europe pourrait s'effondrer. Les Allemands gagneraient du répit du temps pour se réorganiser, peut-être assez pour transférer des réserves depuis le front de l'Est. Hitler pourrait réellement réussir à séparer les alliés occidentaux de l'Union soviétique. George Smith Patton se leva de la table des cartes. À 1,80 m, il n'était pas particulièrement grand, mais sa présence dominait la pièce. Sa mâchoire était crispée, ses yeux durs. Lorsqu'il parla, chaque syllabe portait une conviction absolue. Et que je n'ai pas l'intention d'échouer. L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne suis pas venu en Europe pour perdre des batailles. C'est pour cela que la 3e armée a été créée. C'est pour cela que j'ai entraîné mes hommes. C'est pour cela que je suis né. Il tapa du doigt sur la carte, là où Bastogne était marqué d'un cercle bleu, entouré de positions allemandes, rouges. Nous écraserons tout ce que les Allemands mettront devant nous. Nous foncerons vers le nord, comme une lance dans leur flanc. Nous atteindrons Bastogne en 72 heures, puis nous détruirons chaque division allemande, assez stupide pour avoir attaqué l'armée des États-Unis. Le général Omar Nelson, Bradley supérieur direct de Patton et commandant du 12e groupe d'armée, parla avec prudence. Leurs relations étaient complexes, faites de respect, mais aussi de fréquents désaccords sur les tactiques et le style. George, même si tu te désengages avec succès de ton offensive actuelle, même si tu te réorganises et marches vers le nord sans que les Allemands ne t'attrapent en transition, tu attaqueras toujours à travers les Ardennes en hiver. Des routes limitées, des forêts denses, de la neige profonde, de la glace des rivières à franchir. Et les Allemands se battront pour leur survie, parce qu'ils savent que si tu atteins Bastogne, toute leur offensive échoue. Ils te jetteront tout dessus, absolument tout. Es-tu vraiment certain de ce calendrier? Old Blood and Guts contourna la table jusqu'à se tenir juste devant Bradley. Brad, j'ai combattu les Allemands en Afrique du Nord. Je les ai combattus en Sicile. Je les ai combattus à travers la France. Je sais comment ils pensent, je sais comment ils se battent, et je sais qu'ils ne peuvent pas m'arrêter, pas en 72 heures, pas en 72 jours. Donne-moi l'ordre, et je te montrerai ce qui se passe quand on lâche la 3e armée des États-Unis. Il se tourna vers l'ensemble de la salle. Messieurs, je serai à Bastogne pour le dîner de Noël. Ma seule question est de savoir si la 100e aura encore quelque chose à servir. Il marqua une pause, laissant les mots suspendus dans l'air glacé. Donnez-moi l'ordre, et je vous montrerai ce que Old Blood and Guts peut faire quand on me détache enfin la laisse. Eisenhower regarda son commandant suprême des forces terrestres, son général, le plus agressif, l'homme dont le génie militaire n'était égalé que par sa capacité à susciter la controverse. Il prit sa décision. Faites-le. Exécutez immédiatement. Vous avez toute autorité pour vous désengager de vos opérations actuelles et attaquer vers le nord. Vous coordonnerez avec la 1re armée sur votre flanc gauche et avec les forces britanniques si nécessaire. Vous aurez la priorité pour tout soutien aérien si le temps se dégage. George Smith Patton l'interrompit. Ike, je n'ai pas besoin de coordination avec les forces britanniques. Elles avancent trop lentement. Je coordonnerai avec la 1re armée parce que je n'ai pas le choix, mais mon axe d'attaque sera indépendant.
La troisième armée combat comme la troisième armée combat vite, agressivement, et sans s'arrêter avant la victoire. » Eisenhower hocha la tête. Il ne s'attendait à rien d'autre. Atteins Bastogne George, atteins ses parachutistes avant qu'ils ne soient forcés de se rendre. Old Blood and Guts sourit. Pas le sourire du prédateur, cette fois. Quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait presque à une émotion sincère. Ike, ses parachutistes ont déjà tenu tête à 5 divisions allemandes pendant 3 jours. Ce sont les types les plus durs de notre armée. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de munitions et de soutien pour continuer à tuer des Allemands. C'est ce que je leur apporte. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Et Ike, Dieu ferait mieux d'être avec les Allemands parce qu'ils vont rencontrer Old Blood and Guts, et je n'ai pas l'intention de faire preuve de pitié. La porte se referma. Le général George Smith Patton était parti. Déjà mentalement, il commandait sa 3e armée. Déjà, il voyait la bataille dans son esprit. Déjà, il réglait les détails d'une opération qui sauverait une armée ou détruirait à jamais sa carrière légendaire. Mais pouvait-il vraiment y parvenir? Un être humain pouvait-il déplacer 1/4 million d'hommes de 90 degrés en 72 heures? Une armée pouvait-elle attaquer en plein hiver, briser des défenses allemandes préparées et atteindre une garnison encerclée avant qu'elle ne soit submergée? Les 72 heures suivantes répondraient à ces questions avec des balles du sang et des corps gelés dans la neige. Le 19 décembre 1944, à 16h45, le général George Smith Patton retourna au quartier général de la 3e armée, au Luxembourg, et prononça un seul mot à l'intention de son chef d'état-major: exécuter. Ce qui suivit reste l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de toute l'histoire de la guerre. Une opération que les analystes militaires modernes étudient encore avec un mélange de stupeur et d'incrédulité. Une opération qui, selon tous les standards conventionnels, aurait dû être impossible. Une opération que seul Old Blood and Guts pouvait concevoir et mener à bien. En moins de 6 heures, 6 divisions de la 3e armée américaine, plus de 130 000 hommes, commencèrent simultanément à se désengager des combats actifs, pas à se replier, ce qui aurait déjà été suffisamment dangereux, mais à se désengager tout en maintenant la pression sur l'ennemi, ce qui exigeait un niveau de coordination et de compétence bien supérieur. Chaque division devait s'extraire du combat sans offrir aux Allemands l'occasion de contre-attaquer ou de poursuivre, réorganiser sa structure interne pour passer de l'offensive au mouvement, recevoir de nouveaux ordres, de nouvelles cartes, de nouveaux objectifs, changer de direction de 90 degrés et commencer à marcher vers le nord à travers un territoire inconnu, le tout simultanément dans l'obscurité par un froid glacial, avec la neige réduisant la visibilité à quelques mètres. La 4e division blindée, commandée par le major général Hugh Joseph Gaffey, ouvrit la marche. C'était la pointe de lance de Patton, sa division favorite, l'unité en laquelle il avait une confiance absolue, pour percer n'importe quelle ligne défensive, 10 000 hommes, 300 chars, Sherman, 200 Avtrak, de l'artillerie, des ingénieurs, des unités de soutien. Ils se mirent en mouvement à minuit le 20 décembre 1944. Les moteurs des chars rugirent dans l'obscurité glacée. Des équipages qui dormaient dans leurs véhicules pour se tenir chaud se ruèrent à leur poste de combat. Les chefs de chars reçurent des coordonnées, menant à des positions situées à 150 km au nord des coordonnées, qui menaient directement en territoire, tenu par l'ennemi des coordonnées, annonçant des combats imminents. Derrière eux avançait la 26e division d'infanterie, la Yankee Division de Nouvelle-Angleterre. 14 000 fantassins
qui combattaient sans interruption depuis des semaines. Des hommes épuisés qui avaient mérité du repos. À la place, ils reçurent de nouveaux ordres, marcher vers le nord, attaquer, sauver les parachutistes. Et derrière eux venait la 80e division d'infanterie, la Blue Ridge Division, de Pennsylvanie de Virginie et de Virginie occidentale. Des montagnards, qui savaient combattre sur des terrains difficiles, qui comprenaient le froid et les conditions extrêmes. Ils attaqueraient sur le flanc droit, protégeant l'avance de la 3e armée contre toute contre-attaque allemande. 133 000 hommes, 11 000 véhicules, 20 000 tonnes de ravitaillement, tous en mouvement vers le nord, en même temps le plus grand pivot militaire rapide de l'histoire de la guerre moderne. Mais déplacer les hommes n'était qu'une partie du défi. George Smith Patton devait coordonner le carburant pour des milliers de véhicules, chacun consommant de l'essence, à un rythme effrayant. Il devait organiser les munitions des millions de cartouches pour les fusils mitrailleuses mortiers et l'artillerie. Il devait assurer la nourriture, les fournitures médicales, les pièces de rechange, les batteries radio, tout ce dont une armée a besoin pour fonctionner. Et il devait faire tout cela pendant que les Allemands tentaient activement de l'arrêter. Old Blood and Guts dirigeait l'opération en personne, tandis que d'autres généraux commandaient depuis des quartiers généraux chauffés. Examinant des rapports et prenant des décisions par radio, George Smith Patton était sur les routes. Dans sa Jeep, conduite par son aide de camp de longue date, il apparaissait au carrefour pour diriger la circulation au poste de commandement divisionnaire, pour exiger une progression plus rapide au passage de rivières, où les ingénieurs luttaient pour construire des ponts capables de supporter les chars Sherman. Ses pistolets à crosse de nacre brillaient à ses hanches. Son visage buriné et sévère était figé dans une expression de détermination absolue. Les soldats qui le virent cette nuit-là ne l'oublièrent jamais. Old Blood and Guts en personne poussait son armée vers le nord, refusant d'accepter la moindre excuse pour le moindre retard. « Avancez !» cria-t-il à une colonne de chars arrêtés à cause de problèmes mécaniques. « Je me fiche que vous deviez pousser ces foutus chars à main nue. On avance vers le nord. On atteint Bastogne. Aucune excuse. » Un jeune lieutenant peinant à coordonner le mouvement de sa compagnie dans l'obscurité et la neige entendit une voix derrière lui. « Lieutenant, quel est le problème ?» Il se retourna et se retrouva face au général, George Smith Patton lui-même. Le lieutenant balbutia. « Mon général, nous attendons des ordres pour savoir quelle route emprunter. Il y a une confusion concernant la bifurcation à gauche. » Patton l'interrompit. « Elle est plus longue, mais le revêtement est meilleur. Vous gagnerez du temps, au final. Bougez avant que je ne vous fasse diriger depuis une Jeep au lieu de commander depuis le terrain. » Le lieutenant obéit immédiatement. Tout au long de cette nuit-là, et jusqu'au 20 décembre, Patton fut partout. Où son armée avait besoin de lui, il réglait les problèmes, prenait des décisions instantanées, poussait ses commandants à aller plus vite, à frapper plus fort, à n'accepter aucun retard. Le 20 décembre apporta un temps encore pire si cela était seulement possible. Les températures chutèrent en dessous de 18 degrés Celsius. La neige tombait sans discontinuer, une neige lourde et humide qui rendait chaque route traîtresse. Des véhicules glissaient dans les fossés et devaient être récupérés par des chars de dépannage. Les chenilles gelaient et devaient être dégagées à coups de marteau. Les hommes développèrent des gelures en quelques heures, leurs doigts se collaient aux canons métalliques des armes, leurs visages se couvraient de plaques blanches, annonçant des lésions graves. Et pourtant, Old Blood and Guts les poussait toujours en avant. Continuez à avancer, transmettait-il par radio à ses commandants de division. Les hommes à Bastogne ont plus froid que vous.
Ils manquent de munitions pendant que vous roulez. Ils pratiquent des amputations sans anesthésie pendant que vous vous plaignez de moteurs gelés. Avancez. Je ne veux pas entendre parler de problèmes. Je veux entendre parler de solutions. Le 21 décembre, les services de renseignement allemands comprirent enfin ce qui se passait. Leur reconnaissance aérienne volant entre les bancs de nuages photographia le mouvement massif des forces américaines. Leurs unités d'interception radio décodèrent suffisamment de messages pour en saisir l'ampleur. Une armée entière des États-Unis, 6 divisions pivotaient vers le nord, se dirigeant droit vers le saillant droit vers Bastogne. Un officier allemand capturé interrogé après la bataille admit plus tard, quand nous avons appris que Patton avait tourné toute son armée vers le nord en 72 heures. Quand nous avons compris ce qu'il avait accompli, nous avons su que la bataille était déjà perdue. Ce n'était possible selon aucun standard militaire. Ils comprirent alors. Aucun autre général n'aurait pu faire cela. Rommel, peut-être, mais Rommel était mort. Montgomery aurait eu besoin d'1 mois. Bradley de 2 semaines. Seul Patton pouvait accomplir cela. Seul Old Blood and Guts aurait même osé essayer. Le haut commandement allemand redéploya frénétiquement ses forces pour bloquer l'avance de la 3e armée. Il comprenait parfaitement l'enjeu si George Smith Patton atteignait Bastogne. S'il brisait le siège, toute l'offensive allemande s'effondrerait. La percée dans les lignes alliées deviendrait un piège, les forces allemandes se retrouvant coincées entre la 3e armée, attaquant depuis le sud, et d'autres forces alliées, pressant depuis le nord et l'ouest. Ils jetèrent tout ce qu'il leur restait pour l'arrêter. Absolument tout. Les combats, qui commencèrent le 21 décembre 1944, comptèrent parmi les plus violents de toute la campagne d'Europe occidentale. La 26e division d'infanterie heurta la ligne défensive allemande à la ville d'Arlon, dans le sud de la Belgique. Les troupes SS avaient fortifié chaque bâtiment. Des nids de mitrailleuses couvraient chaque approche. L'artillerie était réglée sur chaque route. Des canons anti-chars étaient positionnés pour détruire tout char Sherman qui se montrerait. L'infanterie américaine attaqua à travers une neige profonde jusqu'à la taille. De jeunes hommes du Massachusetts, du Connecticut et du Vermont chargèrent à travers des champs ouverts vers les positions ennemies, subissant des pertes à chaque mètre gagné. Les rafales de mitrailleuses fauchaient leurs rangs. Les obus d'artillerie éclataient au milieu d'eux. Les mortiers tombaient du ciel comme une pluie mortelle. Ils avancèrent quand même, parce qu'Old Blood and Guts leur en avait donné l'ordre. Et toi, George Smith Patton, tu n'as pas échoué. La 80e division d'infanterie s'écrasa sur les positions allemandes dans la ville de Mersch au Luxembourg. Un régiment de parachutistes allemands des troupes d'élite vétérans de Crète et du front de l'Est défendait chaque maison, chaque carrefour, chaque rue. Ils savaient que Patton arrivait. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils combattirent avec le courage désespéré d'hommes conscients qu'ils retardaient l'inévitable, mais qu'ils pouvaient peut-être gagner assez de temps pour leurs camarades ailleurs. Ils combattirent jusqu'au dernier homme. La 80e division les détruisit méthodiquement, maison par maison, pièce par pièce, puis continua sa progression vers le nord. La 4e division blindée fer de lance de toute l'avance entra en collision avec la 5e division parachutiste allemande au sud de Bastogne. Des combats de chars, dans des conditions de blizzard, une visibilité de 50 mètres au mieux. Des chars Sherman tirant à l'aveugle dans la neige, touchant des Panthers et des Tigers allemands. Au son seul, au rugissement de leurs moteurs, aux éclairs de bouche, à peine visibles à travers le rideau blanc. Les chefs de chars combattaient enfermés dans leur cercueil d'acier, incapables de voir,
dépendant entièrement de leurs conducteurs et de leurs tireurs pour repérer les cibles. Des canons anti-chars allemands surgissaient de nulle part. Un tir un Sherman, détruit, puis il disparaissait de nouveau dans la neige. Les chasseurs de chars américains les traquaient, comme des prédateurs, à l'affût de l'éclair révélateur qui trahissait une position ennemie. Des hommes mouraient dans des chars en flammes. Des équipages quittèrent des véhicules immobilisés pour mourir gelés avant d'atteindre un poste de secours. Des soldats blessés, amputés, se vidèrent de leur sang dans la neige parce que les médecins ne pouvaient pas les atteindre à temps. Et malgré tout, la 4e division blindée continuait d'avancer. George Smith Patton recevait des comptes rendus horaires à son quartier général, suivant la progression de ses divisions sur des calques posés sur sa table de cartes. Des traits rouges au crayon indiquaient les positions allemandes. Des flèches bleues montrèrent les avancées américaines, mesurées en mètres et en kilomètres en pertes humaines, et en véhicules détruits et en temps qui s'épuisaient pour les hommes à Bastogne. Chaque fois que l'avance ralentissait, chaque fois qu'une division signalait une résistance acharnée ou demandait l'autorisation de s'arrêter pour se réorganiser, Patton était immédiatement à la radio. Sa voix était dure, exigeante, ne tolérant aucune excuse. Continuez d'attaquer. Ne vous arrêtez pas. Ne ralentissez pas. Les parachutistes à Bastogne comptent chaque minute. Chaque heure de retard, davantage d'entre eux meurent. Chaque heure d'arrêt, davantage d'Allemands renforce les positions devant nous. Avancez. Attaquez de nuit si nécessaire. Attaquez à l'aveugle s'il le faut, mais attaquez. Ces commandants de division des vétérans endurcis qui avaient combattu en Afrique du Nord, en Sicile et en France, obéirent, parce qu'ils savaient, Cold Blood and Guts avait raison, parce qu'ils avaient appris que l'instinct agressif de Patton gagnait des batailles, parce qu'ils lui faisaient confiance pour les mener à la victoire, quelles que soient les chances, même lorsqu'elles semblaient impossibles. À Bastogne, totalement inconscient que George Smith Patton fonçait vers eux avec 3 divisions, la situation devenait plus désespérée d'heure en heure. La 5e division aéroportée, commandée par le général de brigade Anthony Clement McAuliffe, repoussait des attaques allemandes continues venant de toutes les directions. Ils avaient peut-être encore des munitions pour une journée de combats intenses, 2 jours, s'ils rationnaient chaque balle avec soin et acceptaient que certaines positions devraient se battre au corps à corps, une fois à court. Les fournitures médicales étaient totalement épuisées. Les médecins opéraient avec les instruments qu'ils parvenaient à stériliser tant bien que mal. La morphine avait disparu consommée depuis des jours. Les blessés gisaient dans des caves glaciales d'immeubles endommagés, espérant que l'aide arriverait avant que la gangrène ne s'installe, avant qu'ils ne meurent de froid, avant qu'ils n'abandonnent tout simplement. La nourriture était presque épuisée. Les soldats se vivaient avec des rations réduites au quart. L'eau provenait de neige fondue, souillée de débris et de sang, mais buvable si l'on était assez désespéré. Le froid tuait les hommes aussi sûrement que les balles allemandes. Les gelures firent des centaines de victimes. Des pieds gelèrent à l'intérieur des bottes. Des doigts devinrent noirs et inutiles. Des soldats blessés, incapables de bouger, moururent simplement gelés là où ils étaient tombés. Le 22 décembre 1944, les Allemands envoyèrent une demande officielle de reddition sous drapeau blanc. 4 officiers allemands s'approchèrent des lignes américaines, porteurs d'un message dactylographié, adressé au commandant des forces américaines encerclées. Le message était clair: vous êtes encerclés, vous êtes en infériorité numérique, vous n'avez aucun espoir de secours. Rendez-vous maintenant avec honneur
et nous garantirons la vie de vos hommes. Refusez, et nous vous détruirons complètement. » Le message fut remis au général Anthony Clement McAuliffe. Il le lut une fois, regarda ses officiers d'état-major et prononça un seul mot destiné à devenir légendaire, « Nuts ». Ses officiers le fixèrent, interloqués. « Mon général, que devons-nous écrire comme réponse officielle ?» McAuliffe parut surpris. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Nuts? C'est bien ce que j'ai dit non. » Ils tapèrent sa réponse au commandant allemand, Nuts, le commandant américain. Lorsque les officiers allemands reçurent cette réponse à travers les lignes, ils furent déconcertés. Leur anglais n'était pas assez bon pour comprendre l'expression. Un officier américain expliqua aimablement « Cela signifie allez au diable, et si vous attaquez encore, nous vous tuerons tous. » Les Allemands comprirent le message. La bataille se poursuivit ce même jour, le 22 décembre 1944, exactement comme le général George Smith Patton l'avait promis 72 heures plus tôt. La 3e armée des États-Unis lança son assaut principal vers Bastogne. 3 divisions, 3 axes d'attaque distincts, une pression simultanée sur chaque position défensive allemande entre la 3e armée et les parachutistes encerclés. C'est pour cela qu'on l'appelait « Old Blood and Guts ». C'est pour cela que les soldats le suivaient jusqu'en enfer, tandis que d'autres généraux calculaient les risques et demandant davantage de temps. George Smith Patton attaquait, toujours en avant, toujours agressif, aucun délai, aucune excuse, aucun arrêt avant la victoire. La 4e division blindée commandée par le major général Hugh Joseph Gaffey, avec Patton constamment dans son dos, fonça droit au centre. Leur objectif, Bastogne à 11 miles. 11 miles à travers un territoire tenu par les Allemands. 11 miles qui pouvaient tout aussi bien en faire 1000. Le combat commande B de la 4e division blindée dirigée par le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams, l'homme qui commanderait plus tard les forces américaines au Vietnam, mena l'attaque. Abrams était déjà une légende. Un chef de char qui commandait en tête, dont la colonne de Sherman avait percé plus de lignes défensives allemandes que toute autre unité de la 3e armée. Si quelqu'un pouvait atteindre Bastogne, c'était Creighton Abrams et ses équipages de chars. Ils attaquèrent à travers le village de Chaumont, défendu par de l'infanterie allemande, appuyé par des canons anti-chars. Les combats furent brutaux. À courte distance des bâtiments, explosaient lorsque les obus de chars traversèrent les murs. L'infanterie américaine suivait les blindés nettoyant chaque maison, tuant ou capturant des soldats allemands, retranchés dans les caves et les greniers. Ils attaquèrent ensuite près de Romich, où des chars allemands étaient enterrés, en position de tir presque invisible sous la neige. Des chasseurs de chars américains affrontèrent des Panthers allemands à 200 mètres. Des deux côtés, on tirait jusqu'à ce que l'un explose ou se replie. Les pertes américaines furent lourdes. Ils avancèrent quand même. Le 23 décembre 1944, le temps se dégagea enfin. Le système de tempête qui avait cloué l'aviation alliée au sol pendant une semaine se déplaça vers l'est. Pour la première fois depuis le début de l'offensive allemande, la puissance aérienne alliée put entrer en action. Le ciel se remplit d'avions, des centaines. Des C-47 survolaient Bastogne, larguant par parachute des munitions, des fournitures médicales, de la nourriture, des couvertures. En dessous, les parachutistes acclamèrent les conteneurs qui descendaient lentement du ciel. Les avions américains prouvaient qu'ils n'étaient ni oubliés ni abandonnés. Les chasseurs bombardiers attaquèrent les positions allemandes dans tout le saillant. Des P-47 Thunderbolt
plongeait du ciel-roquettes et bombes, détruisant chars batteries d'artillerie et colonnes de ravitaillement allemandes. L'avance allemande, déjà ralentie, s'arrêta complètement, et la troisième armée de George Smith Patton poursuivit sa progression implacable vers le nord. Le 24 décembre, la veille de Noël, la 4e division blindée n'était plus qu'à 5 miles de Bastogne. 5 miles et toute une vie à la fois. La résistance allemande s'était durcie jusqu'au désespoir. Il s'avère que si Bastogne était dégagée, la guerre était perdue, pas seulement cette bataille, mais toute la guerre. L'Allemagne n'aurait plus rien pour arrêter l'avance alliée. Ils combattirent avec tout ce qu'ils avaient, chaque soldat disponible, chaque char restant, chaque canon, anti-char, mitrailleuses et fusils. Ils minèrent les routes, firent sauter les ponts, détruisirent chaque abri susceptible de protéger les troupes américaines. Les combats de la veille de Noël furent les pires jusqu'alors. Le combat Commande B attaqua le village d'Assenois, à 4 miles de Bastogne. Les Allemands l'avaient transformé en forteresse, chaque bâtiment fortifié, chaque champ réglé par l'artillerie, un véritable champ de mort conçu pour arrêter les chars. Le lieutenant-colonel Abrams ne ralentit pas. Il ordonna à sa compagnie de têtes de char, Sherman, d'attaquer à pleine vitesse, sans s'arrêter pour combattre, simplement foncer, à travers le feu ennemi vers Bastogne. « Vitesse maximale », lança-t-il à la radio. « Ne vous arrêtez pour rien. Percez jusqu'aux parachutistes. » Le char de tête commandé par le lieutenant Charles Bogues bondit en avant à pleine allure. Les mitrailleuses tiraient le canon principal, crachaient ses obus, écrasant les obstacles dépassant des positions allemandes, incapables de pointer leurs armes assez vite pour toucher un char lancé à toute vitesse. Derrière le lieutenant Bogues, d'autres Sherman suivirent une colonne de blindés et d'infanterie traversant Assenois, dans de violents combats, maison par maison, laissant le village en flammes derrière eux et fonçant vers Bastogne. Le 26 décembre 1944, à 16h45, le lieutenant-colonel Creighton Williams Abrams se tenait debout dans la tourelle de son char Sherman. Son visage était noirci par la poudre et les gelures. Ses yeux étaient rouges d'épuisement. Il était éveillé depuis 3 jours sans interruption, coordonnant l'avance de ses colonnes, menant depuis l'avant, exactement comme Old Blood and Guts le lui avait appris. Devant lui, à travers la neige qui recommençait à tomber à travers la fumée des véhicules en feu et la brume du combat, il distingua quelque chose des bâtiments, les faubourgs de Bastogne, et devant eux, retranchés, en position défensive des troupes américaines. Des casques, des armes, le camouflage caractéristique des parachutistes américains. Abrams sentit des larmes geler instantanément sur son visage. Il l'avait fait. Contre toute attente, contre le temps lui-même, contre l'armée allemande, contre l'hiver, la neige et la mort. Ils avaient réussi. La radio grésilla dans son casque. Ici, Red Able, contact visuel avec des forces amies. Pause. Je répète contact visuel avec les défenseurs de Bastogne. À 16h50, le 26 décembre 1944, les éléments de tête de la 4e division blindée établirent un contact physique avec la 100e division aéroportée. Un char Sherman s'arrêta près d'un trou de combat où se tenait un parachutiste sale, épuisé tenant encore son fusil. Le chef de char, la voix tremblante, dit « Nous venons de la 3e armée, nous sommes là pour vous sortir d'ici. » Le parachutiste leva les yeux, sourit à travers des lèvres fendillées et ensanglantées, et répondit « Nous sortir d'ici, bon sang non. On vous attendait pour avoir quelqu'un avec qui partager tous ces Allemands morts. » Le siège de Bastogne était brisé. 10 000 parachutistes encerclés disposaient soudain
de munitions, de fournitures médicales, de renforts, de nourriture, et surtout, d'espoir. 15 minutes après que les chars de Creighton, Abrams, eurent établi le contact avec la 101e division aéroportée, le téléphone sonna au quartier général de la 3e armée, au Luxembourg. Le général George Smith Patton étudiait sa carte, planifiant déjà la phase suivante. Le soulagement de Bastogne n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Il fallait désormais détruire les forces allemandes dont le saillant écrasait complètement l'offensive et transformer l'attaque d'Hitler en désastre, au point de briser la capacité de l'Allemagne à poursuivre la guerre. Son chef d'état-major répondit au téléphone, écouta puis, le tendit à Patton. « Mon général, c'est le général Eisenhower. » Old Blood and Guts prit le combiné, Patton, à l'appareil. À l'autre bout de la ligne se trouvait le général Dwight David Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires, allié l'homme qui commandait des millions de soldats, coordonnait avec Churchill et Roosevelt et portait la responsabilité ultime de la victoire ou de la défaite en Europe occidentale. « George, dit Eisenhower, la voix chargée d'émotion, je viens de recevoir confirmation de la première armée. Ta 4e division blindée a atteint Bastogne à 16h50, 72 heures exactement comme tu l'avais promis. » George Smith Patton s'accorda un instant de satisfaction. Juste un instant. « Ike, je te l'avais dit, la 3e armée y arriverait. Je t'avais dit que ces parachutistes ne seraient pas abandonnés. Mais nous n'avons pas terminé. Loin de là. Maintenant, nous détruisons les unités allemandes qui ont créé ce saillant. Maintenant, nous leur montrons ce qui arrive quand on défie les États-Unis d'Amérique. » Il y eut un silence sur la ligne. Eisenhower reprenait ses esprits. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix tremblait légèrement. « George, j'ai besoin de te dire quelque chose. Il y a 4 jours, à Verdun, tous les experts dans cette salle m'ont affirmé que tu ne pouvais pas faire cela. Ils disaient que c'était impossible, suicidaire. Ils voulaient t'attendre des semaines pour préparer une offensive méthodique. Toi, tu as regardé cette carte, tu m'as regardé, et tu as prononcé 4 mots que je n'oublierai jamais. » Patton attendit. Il savait ce qui allait suivre. « J'y engage ma carrière », cita Eisenhower. 4 mots. 4 mots qui signifiaient que tu étais prêt à tout risquer ta réputation, ton commandement, ton héritage, sur une promesse qu'aucun autre général n'aurait faite. 4 mots qui ont sauvé 10 000 vies. 4 mots qui ont peut-être sauvé toute cette guerre. La voix d'Eisenhower se brisa légèrement. Plus tard, le personnel du quartier général du Chaef rapporta que des larmes coulaient sur le visage du commandant suprême pendant cet appel, des larmes de soulagement pour les vies sauvées, pour ce que George Smith Patton venait d'accomplir. George Smith Patton, poursuivit Eisenhower utilisant délibérément le nom complet de son subordonné. Espèce de magnifique salaud. Merci. Merci d'avoir été agressif quand la prudence aurait été plus sûre. Merci d'avoir fait confiance à ton instinct quand les experts disaient que tu avais tort. Merci d'avoir déplacé ciel et terre pour sauver ces parachutistes. Merci d'être exactement celui que tu es. Old Blood and Guts, le plus grand commandant de combat que cette armée ait jamais produit. Pour une fois dans sa vie, George Smith Patton, l'homme qui cultivait une image de confiance invincible, qui poussait ses soldats avec une fureur grossière, qui ne montrait jamais faiblesse ni doute, marqua une pause. Quand il parla, sa voix était calme, presque douce. Ike dit à ses parachutistes qu'ils se sont battus comme des lions. Dis-leur qu'Old Blood and Guts est fier de servir à leur côté.
Dis-leur qu'ils ont tenu qu'en tenir était impossible. Qu'ils ont combattu qu'en se rendre aurait été compréhensible. Ils prouvent que les soldats américains sont les types les plus durs sur Terre. Il marqua une pause, puis ajouta « Et dis-leur que nous ne faisons que commencer. Dis-leur que la 3e armée ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas tué chaque soldat allemand assez stupide pour avoir attaqué les États-Unis. » Cette nuit-là, tard le 26 décembre 1944, le général George Smith Patton se rendit personnellement sur les lignes de front à Bastogne. Il n'y était pas obligé. Les commandants en chef ne sont pas censés risquer leur vie au plus près du combat. Mais Old Blood and Guts n'a jamais commandé derrière un bureau quand il pouvait commander depuis l'avant. Il marcha parmi les parachutistes épuisés de la 101e division aéroportée. Ces hommes qui avaient tenu contre toute attente, enduré une semaine d'enfer, vu leurs camarades mourir dans la neige, épuisé toutes leurs réserves, sauf le courage, et dit à l'armée allemande d'aller au diable, en le pensant vraiment. Ils le regardaient repasser devant leur position, la légende, le général qui avait remué ciel et terre pour les atteindre, Old Blood and Guts en personne, venu voir les hommes qu'il avait sauvés. Un jeune soldat, le visage noirci par les brûlures de poudre, la main droite enveloppée de bandages ensanglantés, à cause des gelures, l'uniforme déchiré et sale, attrapa la manche de Patton lorsqu'il passa près de lui. L'escorte du soldat voulut intervenir. On ne saisit pas un général 3 étoiles, mais Patton leur fit signe de reculer. « Mon général », dit le soldat. Sa voix était rauque à force d'avoir hurlé des ordres sous le feu de l'artillerie pendant 7 jours sans interruption. « Mon général, nous savions que vous viendriez. Nous nous le répétions même quand les Allemands exigeaient notre reddition. Nous disions « Old Blood and Guts ne nous laissera pas ici, il viendrait. Il faut juste tenir jusqu'à son arrivée. Nous n'avons jamais douté de vous, mon général. » George Smith Patton regarda ce garçon, 19 ans peut-être, une Purple Heart pour blessure, reçut une Silver Star pour bravoure au combat, l'insigne d'infanterie de combat, les ailes de parachutiste, un visage vieilli de 10 ans par une seule semaine de combat. « Mon garçon, » dit Patton doucement, « tu n'as pas tenu, tu as gagné. Toi et ces magnifiques parachutistes avez arrêté net l'armée allemande. Vous leur avez refusé les routes dont ils avaient besoin. Vous avez bouleversé tout leur calendrier offensif. Vous avez combattu avec un courage et une détermination que je n'ai jamais vus égaler en 30 ans de service militaire. Tout ce que j'ai fait, c'est vous apporter un peu de munitions pour que vous puissiez tuer davantage d'Allemands. » Le soldat sourit à travers ses lèvres, fendillées et ensanglantées. « Mon général, s'il vous appelle Old Blood and Guts, ce n'est pas pour rien. Nos tripes, votre sang. Nous combattons, vous commandez. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous gagnerons cette guerre. » George Smith Patton n'oublia jamais ces paroles. Des années plus tard, dans son journal, il écrivit que ce moment debout dans la neige parmi les parachutistes de Bastogne, entendant un soldat blessé exprimer une confiance absolue dans leur capacité commune à vaincre, fut le moment le plus fier de toute sa carrière militaire. La libération de Bastogne le 26 décembre 1944 changea tout dans la bataille des Ardennes, et peut-être dans toute la guerre en Europe. L'offensive allemande, le dernier pari désespéré d'Hitler pour diviser les armées alliées et forcer une paix négociée, s'effondra complètement. Le Bulge, qui menaçait de couper les forces alliées en deux, devint un piège mortel pour les troupes allemandes. La 3e armée de George Smith Patton ne s'arrêta pas à Bastogne. Elle continua de progresser vers le nord et l'est, écrasant les unités allemandes contre d'autres forces alliées avançant depuis la direction opposée. Les combats se poursuivirent
jusqu'en janvier 1945, des affrontements violents brutaux dans des conditions glaciales. Mais l'élan avait définitivement changé de camp. Les Allemands n'attaquaient plus. Ils battaient en retraite, tentant d'échapper aux pièges qu'ils avaient eux-mêmes créés. Le 28 janvier 1945, la bataille des Ardennes prit officiellement fin. L'armée allemande avait subi des pertes catastrophiques, 100 000 victimes, morts et blessés, capturés, 800 chars, détruits ou abandonnés, 1 millier d'avions perdus, des réserves de carburant, épuisés des stocks de munitions vidés. Plus importante encore, la réserve stratégique allemande, les unités qu'Hitler avait péniblement rassemblées pour cette offensive, fut anéantie. Les divisions vétéranes, les soldats expérimentés, l'équipement, qui auraient pu défendre l'Allemagne elle-même, tout avait été gaspillé dans la neige des Ardennes, et le monde savait exactement qui avait fait basculer la situation. Le Premier ministre britannique, Winston, Leonard, Spencer, Churchill, un homme peu enclin à faire facilement l'éloge des généraux américains, déclara publiquement devant la Chambre des communes le mouvement rapide de la 3e armée du général Patton pour dégager Bastogne fut l'une des opérations les plus brillantes de la guerre. Seul un commandant doté de capacités exceptionnelles, d'un esprit offensif et d'un génie tactique pouvait accomplir cela. L'armée des États-Unis peut être fière de George Smith Patton. Même Joseph Staline, dirigeant de l'Union soviétique, est profondément méfiant à l'égard des capacités des alliés occidentaux, envoya un message au président Franklin Delano Roosevelt. La contre-offensive de Bastogne démontre la valeur combative des troupes américaines et la compétence de leurs commandants. Veuillez transmettre les félicitations soviétiques au général Patton. Des commandants allemands, interrogés après la guerre, lorsque les documents furent déclassifiés et que les secrets purent enfin être révélés, reconnurent leur respect et leur crainte envers All Blood and Guts en particulier. Le général Hasso von Manteuffel, qui commandait la 5e armée blindée pendant la bataille des Ardennes, écrivit dans ses mémoires « Nous craignions Patton plus que tout autre commandant allié. Montgomery était méthodique, prévisible. Bradley était compétent, mais prudent. Eisenhower était un administrateur, mais Patton était dangereux. Il pensait comme nous. Agressif, rapide, acceptant le risque pour obtenir des résultats décisifs. Lorsque nous avons appris qu'il avait fait pivoter toute son armée de 90 degrés en 72 heures pour nous attaquer, nous avons su que notre offensive avait échoué. Personne d'autre n'aurait pu accomplir cela. Patton était unique. Même le maréchal Erwin, Johannes, Eugen, Rommel, le légendaire Renard du désert, qui avait affronté Patton en Afrique du Nord avant d'être contraint au suicide par Hitler en octobre 1944, avait écrit dans son journal personnel, après leur combat, en Tunisie, « Donnez-moi la 3e armée de George Patton, et je passerai les portes de l'enfer. Cet homme est un guerrier au sens le plus ancien du terme. Il comprend que la guerre est une affaire de volonté et d'agression, pas seulement de calcul et de logistique. » Mais la réaction la plus significative vint peut-être du général Dwight David Eisenhower lui-même. Dans son rapport officiel après action adressé au chef d'état-major interarmé, Eisenhower écrivit « La libération de Bastogne constitue l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. Que le général Patton ait pu désengager 6 divisions de combats actifs, les faire pivoter de 90 degrés vers le nord, réorganiser sa structure de commandement, coordonner des lignes de ravitaillement à travers un territoire inconnu et attaquer avec succès dans les pires conditions hivernales, observées depuis 50 ans, le tout en 72 heures,
démontre le plus haut niveau de compétences militaires, professionnelles de commandement agressif et de courage personnel. L'armée des États-Unis n'a jamais eu de commandant de combat plus audacieux, plus efficace et plus victorieux. En privé à son chef d'état-major, Walter Bedell, Smith Eisenhower confia quelque chose de plus révélateur encore. Quand j'avais besoin d'un miracle, j'appelais George. Quand tous les experts disaient que quelque chose était impossible, je demandais à Patton s'il pouvait le faire, et il le faisait. Ces 4 mots prononcés, au téléphone après la libération de Bastogne, « J'y engage ma carrière », résument l'essence même de George Smith Patton. Engagement total, confiance absolue, courage inébranlable. Voilà ce qu'était Old Blood and Guts. Voilà l'homme qui sauva 10 000 vies et qui peut-être sauva toute la campagne d'Europe. Les parachutistes de la 101e division aéroportée n'oublièrent jamais. Ils avaient tenu Bastogne pendant 7 jours d'enfer. Ils avaient repoussé des attaques allemandes, venues de toutes les directions. Ils avaient enduré le froid, la faim et les blessures sans soins médicaux adéquats. Mais ils savaient, tout le monde le savait, que sans la marche impossible de George Smith Patton, à travers l'hiver, ils seraient morts là-bas. Encerclés en infériorité numérique à court de munitions, ils auraient dû choisir entre la reddition ou le combat jusqu'au dernier homme. Old Blood and Guts leur avait offert une 3e option, la victoire. Des années plus tard, les vétérans raconteraient à leurs petits-enfants la semaine où ils tinrent Bastogne, le froid, la peur, le courage, et ils terminaient toujours l'histoire de la même manière. Et puis Patton est arrivé, Old Blood and Guts en personne avec la 3e armée. Et à ce moment-là, nous avons su que nous avions gagné. L'impact stratégique de Bastogne se propagea à travers l'Europe comme un tremblement de terre. Les forces américaines et alliées, dont la confiance avait été sévèrement ébranlée par l'attaque surprise allemande, se ressaisirent. Le mythe de l'invincibilité, allemande déjà fissurée, mais pas encore détruit, mourut complètement dans la neige des Ardennes. L'élan de la guerre changea définitivement de camp. À partir du 26 décembre 1944, les Alliés avancèrent sans relâche, pas toujours sans heurts, pas sans perte, mais toujours vers l'Est, toujours vers l'Allemagne, toujours vers Berlin et la victoire finale. Et à leur tête marchait un homme. Ses pistolets à crosse de nacre brillants sous le soleil d'hiver, sa voix grossière tonnant sur les réseaux radio, son esprit offensif contaminant chaque soldat sous son commandement. C'était le général George Smith Patton, Old Blood and Guts, l'homme qui avait accompli l'impossible à Bastogne et qui était déterminé à recommencer encore et encore jusqu'à ce que l'Allemagne nazie cesse d'exister. Pourquoi l'histoire de Bastogne importe-t-elle encore 80 ans plus tard? Pourquoi les historiens militaires continuent-ils d'étudier cette opération avec un mélange d'admiration et de fascination professionnelle? Pourquoi les vétérans prononcent-ils encore le nom de George Smith Patton avec révérence? Parce que Bastogne révèle tout ce qui faisait d'Old Blood and Guts le plus grand commandant de combat de l'histoire des États-Unis. 4 mots. J'y engage ma carrière. Pas je vais essayer. Pas c'est peut-être possible. Pas si les conditions sont favorables ou avec assez de temps ou avec des ressources suffisantes. Old Blood and Guts regarda une situation impossible d'1/4 million d'hommes devant pivoter de 90 degrés en 72 heures à travers l'hiver pour sauver 10 000 parachutistes encerclés et déclara « Je le ferai ou je mourrai en essayant ». Voilà le commandement. Voilà le courage. Voilà l'esprit offensif qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Considérez ce que Patton a réellement accompli. En 72 heures, il a désengagé 6 divisions du combat, réorganisé,
leur structure de commandement, modifier leur axe d'avance de 90 degrés, déplacer ses forces sur 150 km dans des conditions hivernales, coordonner 3 attaques simultanées contre des positions allemandes préparées, briser la résistance ennemie et atteint Bastogne exactement comme il l'avait promis. La théorie militaire moderne affirme qu'une telle opération exigeait au minimum 2 semaines de préférence, 3 ou 4. L'accomplir en 72 heures violait tous les principes de la guerre prudente et méthodique. George Smith Patton se moquait de la prudence et de la méthode. Il se souciait de gagner, il se souciait de sauver ses parachutistes, il se souciait de détruire l'armée allemande avant qu'elle ne puisse consolider ses gains. Et il réussit. Cette opération est encore enseignée aujourd'hui à l'Académie militaire des États-Unis de West Point. Elle est étudiée au Command and General Staff College de Fort Leavenworth. Elle est analysée par les planificateurs militaires de l'OTAN et par les centres de réflexion stratégique du monde entier. Elle est enseignée comme la référence absolue de la guerre de manœuvre rapide. Tout ce que la doctrine militaire moderne dit sur l'action agressive, le commandement audacieux et l'engagement décisif remonte à ce que George Smith Patton fit en décembre 1944. Les généraux modernes analysent la logistique. Comment All Blood and Guts a-t-il déplacé un quart de million d'hommes de 90 degrés? Comment a-t-il coordonné le carburant pour des milliers de véhicules? Comment a-t-il réorganisé l'appui d'artillerie, la coordination aérienne et l'évacuation médicale en 72 heures? La réponse revient inévitablement au commandement. Un commandement personnel agressif, intransigeant. Patton était lui-même sur les routes résolvant les problèmes, à mesure qu'ils apparaissaient, prenant des décisions instantanées, poussant ses commandants bien au-delà de ce qu'ils pensaient possible, refusant toute excuse et tout retard. Les analystes militaires étudient aussi les opérations de combat. Comment la Troisième Armée a-t-elle attaqué à travers les Ardennes en hiver? Comment a-t-elle surmonté des positions défensives allemandes qui auraient dû l'arrêter net? Comment a-t-elle maintenu son élan malgré les pertes, les pannes mécaniques et le froid extrême? La réponse est la même, des tactiques agressives et une pression implacable. Old Blood and Guts enseignait à ses divisions de ne jamais cesser d'attaquer. Lorsqu'elles rencontraient une résistance, elles ne se repliaient pas pour se réorganiser. Elles attaquaient plus fort. Lorsqu'elles subissaient des pertes, elles ne s'arrêtaient pas pour se regrouper. Elles avançaient. Patton comprenait quelque chose que beaucoup de généraux avaient oublié: l'élan est tout en combat. Perdez l'élan et vous perdez la bataille. Maintenez-le et vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. 10 000 parachutistes durent leur vie à 4 mots et à 72 heures de violence organisée. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés durent leur victoire dans la bataille des Ardennes, et peut-être dans toute la guerre, au refus d'un seul homme d'accepter qu'une mission soit impossible. Cet appel téléphonique à Eisenhower, ces larmes sur le visage du commandant suprême, n'était pas seulement un soulagement émotionnel, c'était une reconnaissance. La reconnaissance que George Smith Patton, All Blood and Guts, venait d'accomplir un miracle militaire, que 4 mots prononcés avec une confiance absolue avaient changé le cours de l'histoire. Considérez l'alternative. Que se serait-il passé si Patton n'avait pas été là? Si Eisenhower avait dû s'en remettre à des commandants plus prudents, qui auraient demandé 2 semaines pour préparer correctement la contre-offensive, Bastogne serait tombée. 10 000 des meilleurs soldats américains auraient été tués ou capturés. L'offensive allemande se serait poursuivie, atteignant peut-être la Meuse.
la position alliée en Europe aurait été gravement compromise. La guerre aurait pu durer des mois, voire des années de plus. Combien de soldats supplémentaires seraient morts? Combien de civils auraient souffert? Combien de destructions supplémentaires auraient ravagé l'Europe? Nous ne le saurons jamais. Parce que George Smith Patton a existé. Parce que Old Blood and Guts était là quand on avait le plus besoin de lui. Parce qu'un général eut le courage de risquer sa carrière sur une promesse impossible et le talent de la rendre réelle. Et la légende perdure, pas seulement dans les livres d'histoire ou les manuels militaires, mais dans l'esprit d'action agressive et d'engagement total que Patton incarnait. Lorsque les commandants modernes font face à des situations impossibles, ils se demandent encore que ferait Patton. Lorsque des soldats ont besoin d'inspiration pour dépasser leurs limites, ils se souviennent d'Old Blood and Guts poussant sa 3e armée à travers l'enfer hivernal pour sauver des parachutistes encerclés. Lorsque des dirigeants dans n'importe quel domaine cherchent des exemples de décision sous pression, ils étudient George Smith Patton. L'homme a disparu tué dans un accident de la route en décembre 1945, quelques mois seulement après ses plus grands triomphes. Mais la légende demeure, l'esprit demeure, la leçon demeure. Et cette leçon est simple. Quand tout le monde dit que quelque chose est impossible, quand les experts calculent que la réussite est improbable, quand la sagesse conventionnelle conseille d'attendre, de préparer et de planifier, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut un dirigeant capable de regarder la situation et de dire « J'y engage ma carrière, regardez-moi accomplir l'impossible ». C'était George Smith Patton. C'était Old Blood and Guts. C'était l'homme qui sauva Bastogne, qui renversa le cours de la bataille des Ardennes et qui incarna tout ce que l'esprit militaire américain a de plus grand. Et voilà pourquoi 80 ans plus tard, nous racontons encore son histoire, nous étudions encore ses opérations, et nous prononçons encore son nom avec respect et admiration. Parce que les légendes ne meurent jamais. Elles inspirent de nouvelles générations. Elles nous rappellent ce que les êtres humains peuvent accomplir lorsqu'ils refusent d'accepter les limites. Elles nous montrent que l'impossible n'est qu'un mot, pas un fait. Le général George Smith Patton l'a prouvé à Bastogne. 4 mots. 72 heures, 10 000 vies sauvées, un miracle militaire. Et c'est pour cela qu'on l'appelait Old Blood and Guts.